cette thématique sur l'engagement, mais je souhaiterais qu'on démarre justement en restituant les résultats de la question posée aussi avant la Convention, alors pas la même que tout à l'heure, mais qui concernait justement l'avis de nos participants sur la notion d'engagement en 2018. Est-ce qu'elle était différente de ce qu'elle est, est-ce qu'elle est différente de ce qu'elle était en 2000 ? Alors, super. Alors, a priori, elle est différente de ce que nous voyons. Mais... Plutôt différente. Plutôt différente. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je pense qu'il faut aller regarder une autre des questions qu'on a posées, qui était en quoi elle est différente. Parce que évidemment, quand on parle de l'engagement, c'est un de ces mots valises dans lequel chacun met un certain nombre de composantes qui lui sont personnelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que, je pense, les uns et les autres trouvent de différent à l'engagement aujourd'hui dans l'entreprise. Et ce qui ressort, moi, me paraît extraordinaire, enfin très intéressant. Le premier des sujets, c'est aujourd'hui, il y a un besoin de sens collectif dans la société, et ce besoin de sens, il existe aussi dans l'entreprise. Et finalement, quand on parle d'aujourd'hui d'engagement, beaucoup plus, puisque on voit que un des points aussi, c'est de dire le sujet et c'est le 6e point, je crois, le sujet est arrivé sur le haut de la pile. Il y a beaucoup plus de discours de gens qui, dans l'entreprise, parlent de l'engagement. On voit bien que finalement, l'entreprise est le reflet de la société dans laquelle elle agit. Il n'y a rien de nouveau à ça. Et l'entreprise est obligée de s'adapter à un besoin de comprendre ce que l'on fait, où l'on va, en plus du fait que, évidemment, le client est beaucoup plus... pesant, ou en tous les cas beaucoup plus exigeant, il a plus de moyens et il faut aussi être capable de réagir et d'avoir une qualité de service qui est à la hauteur de ses engagements. Donc je trouve que les contributions que les uns et les autres ont faites en préalable de cette convention sont tout à fait intéressantes et révélatrices de la façon dont la société et l'entreprise a changé ces dernières années. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors, si on peut revenir justement sur les autres contributions, là, vous avez souhaité développer la partie du sens. Il y avait quelque chose sur justement la concurrence, un consommateur aussi qui, lui, évolue. Est-ce que vous, messieurs, vous avez envie de commenter un point plus particulier là, de ces résultats ? Ou sur les nouvelles générations. J'ai vu qu'il y avait un point aussi sur les nouvelles générations. Alors moi, ce que j'ai envie de commenter, c'est la question globale, parce qu'en fait, je pense que les choses n'ont pas changé. Je pense que on a changé de point de vue sur l'engagement, l'entreprise a changé de point de vue sur l'engagement, mais qu'est-ce qui fait l'engagement d'un collaborateur ? Ça, c'est profondément humain. On va en parler, je pense, durant toute cette table ronde. Et en 15 ans, le cerveau humain n'a pas changé. On sait depuis longtemps, alors je pense qu'on applique, nous, très très mal ce qu'il faut faire pour engager des collaborateurs. Ce qui a changé, c'est le contexte. C'est-à-dire tout d'un coup, d'une économie de la production où on attendait de collaborateurs qu'ils exécutent des process pour être performants, dans une économie de la connaissance, on s'est aperçu que c'est plutôt intéressant de générer de l'engagement chez les collaborateurs pour qu'ils puissent être beaucoup plus pertinents dans des réponses qui sont multiples, diverses, changeantes, dans un monde incertain. Mais je pense que c'est l'entreprise qui a changé et qui a compris que l'engagement, qui était déjà hyper utile par nature de tout temps, est devenu un indispensable maintenant. Donc c'est plus le regard de l'entreprise sur l'engagement qui a changé que ce qui fait l'engagement, de mon point de vue. Olivier ? Oui, je partage ce que dit Eric sur l'engagement. Enfin, je n'ai pas les dernières statistiques sur le taux d'engagement en France, mais j'étais resté à cet sondage, je crois, fait par BVA, sur le taux d'engagement des Français. J'avais en mémoire, alors vous me corrigez Eric si je me trompe, mais 85% des Français seraient désengagés dans leur travail. 15% désengagés. Et 15% seraient engagés, donc je pense que les taux n'ont pas tellement varié. Et 35% seraient activement désengagés. Donc ils viendraient avec l'idée de désengager les 15% engagés. Voilà.
Et donc, j'en étais resté je pense que ça n'a pas vraiment bougé, enfin, à moins que de nouvelles études nous prouvent le contraire. Donc, effectivement, je pense que c'est le regard sur l'engagement qui a changé, et avec une attente de plus en plus forte sur... D'abord, la question, avant de répondre, c'est est-ce que tout le monde a besoin d'être engagé? A priori, on dit oui, en tout cas pour l'esprit de service. Mais se pose vraiment la question, est-ce qu'on a besoin que sur des tâches véritablement sur une chaîne de production, est-ce qu'on a besoin sur des tâches extrêmement récurrentes, intuitivement, on n'a pas forcément besoin d'être engagé, on pourrait se dire. C'est complètement, oui, c'est l'idée qui me vient, la première idée que je voulais partager avec vous. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est que les nouvelles générations, dans cette économie, non plus de la production, mais de la production de savoir, ont besoin, et on a besoin, pour le coup, qu'elles s'engagent. Et on revient à ce que disait François, ces nouvelles générations nous disent nous avons besoin de sens, nous avons besoin de sens, nous avons besoin de pouvoir, comme nous sommes issus de la culture d'Internet, de pouvoir noter les choses, de pouvoir donner notre avis, de pouvoir avoir droit au chapitre et de pouvoir décider. Et donc, cette notion d'engagement est de plus en plus liée à une notion d'autonomie, et une notion de pouvoir décider et avoir la possibilité d'être reconnu dans sa faculté de décision. Très bien, mais très important cette notion de... Je comprends bien qu'on ne doit pas s'engager forcément à 100% dans tout. C'est vrai que se pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin sur des agents de production qui sont dans des tâches extrêmement mécaniques? Parce qu'on dit oui, il faut s'engager. Moi, je me pose la question, sur des agents de production, on demande de faire des choses extrêmement vraiment normées. Est-ce qu'on a besoin répétitives On leur demande, mais il faut que vous engagiez. Mais c'est une demande quasiment prescriptive, hein. Il y a un côté utilitariste, finalement. Non seulement je vous demande des tâches qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais je veux votre engagement. Voilà, donc je pense que réfléchir sur la notion d'engagement nécessite aussi de réfléchir sur la tâche et les objectifs du travail que l'on demande à un individu. Françoise, vous aviez... Oui, moi ça me fait un peu réagir parce que je ne pense pas qu'une entreprise puisse se permettre, et ce n'est pas du tout, je pense, le sens de ce que l'on veut partager aujourd'hui. Je dis, je veux mon engagement, votre engagement. Ce n'est pas du tout la démarche, à mon avis, des entreprises. Il faut que les entreprises mettent en place les conditions qui vont générer un certain engagement. Oui, et évidemment, l'engagement de personnes qui font des tâches répétitives, il n'est pas basé, il n'est pas nourri, il est probablement des mêmes leviers, encore que d'autres types de personnel dans l'entreprise. Mais tous les patrons d'entreprise qui ont eu des services qui étaient forcément plus back-office que d'autres, avec des tâches plus répétitives que d'autres, voire des entités de production, savent que si vos collaborateurs ne sont pas engagés, vous commencez par avoir des taux de non-qualité qui augmentent, des taux d'absentéisme qui augmentent, enfin, etc. Là, il y a 1000 études qui prouvent que s'il n'y a pas une motivation, s'il n'y a pas du sens, on perd en productivité, en efficacité. Il y a d'ailleurs des entreprises qui réinventent l'organisation de la production pour être capables de redonner du sens, de redonner une marge de manœuvre à des gens qui n'en avaient plus avec la mise en place de systèmes très contraignants, ERP et autres, etc., pour justement retrouver ces marges d'efficacité et de motivation. Mon point n'est pas de dire... Mais j'entends souvent cette injonction, il faut de l'engagement. C'est exactement ce que vous dites, hein. J'entends souvent, il faut de l'engagement. Non, je ne crois pas. Il faut créer les conditions pour que les personnes puissent s'engager. Non, je vous rejoins là-dessus. Et c'est pour ça, j'entends souvent dans la chaîne de production, les gars, il faut que vous engagez. Mais moi, je fais ce que je peux. Hein. Et pour rebondir sur François, sur ce que vous disiez, sur le sens, moi, je trouve que c'est très important le sens, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on va donner à des gens sur des fonctions assez back-office, de la saisie de factures, de la saisie de liasses comptables, c'est pas parce qu'on leur donne le sens que ça suffit à les engager. Je pense qu'il y a une dimension, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est est-ce qu'on leur permet d'exercer une forme de responsabilité sur la tâche qu'ils exécutent. Ça, je pense que c'est très important. Une force de subsidiarité. Est-ce qu'on leur permet de vraiment d'être responsable. On a eu cette tendance dans les 30 dernières années à tout bureaucratiser, à tout surprocessiser, et finalement à enlever la substance
du travail de chaque individu, réduit à sa capacité d'obéissance. Et quand vous êtes dans cette logique bureaucratique, entre guillemets, même si vous donnez du sens, c'est pas suffisant. Voilà, tu devrais bien traiter les factures. Le gars, il est payé juste à faire des factures. Je ne suis pas sûr qu'au quotidien, ce soit très épanouissant. Donc, il y a une grande réflexion sur comment redonner dans une organisation la capacité de chaque individu à exercer une forme de responsabilité. Première chose. La deuxième chose, ce que vous disiez, François, c'est la capacité d'un manager à accompagner, à donner du sens, en soutien. J'entendais Xavier Kérément qui disait finalement tout se joue dans la relation managériale. Il a entièrement raison. Une grande partie de ce qui fait qu'un collaborateur s'engage, c'est sa capacité à se sentir soutenu, accompagné et avoir du sens de la part de son manager. Et enfin, je pense qu'une dimension de l'engagement qui est extrêmement forte, c'est dans la capacité d'un collaborateur d'être dans un collectif harmonieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce débat, qu'est-ce que ça veut dire un collectif harmonieux? Un certain nombre de conditions font qu'un collectif offre une zone de protection, une zone de confort, une zone de bien-être au quotidien. Donc, tous ces trois piliers, entre guillemets, favorisent, à mon sens, l'engagement. Donc, sens, responsabilisation et puis harmonie, si je puis dire. Alors, Harmonie c'est les premiers ingrédients. Et justement, concrètement, puisque nous sommes face à un parterre de gens très pragmatiques et qui ont besoin d'avoir des exemples et de bien comprendre comment on peut justement engager toutes ces démarches. Et dans ce contexte de changement, justement, quels seraient vos avis à tous les trois de comment fait-on pour changer la façon de changer? Puisqu'on l'a bien vu, le regard change, nos définitions aussi changent. Comment on fait donc pour changer la façon de changer, Françoise? Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans une période très particulière puisque tout change autour de nous. La technologie en particulier fait bouger les business models, les organisations, la façon de parler à ses clients, la façon de faire un certain nombre de tâches. Et je pense qu'il n'y a pas d'une organisation aujourd'hui qui puisse se dire je n'ai rien à changer. Donc toute la question, c'est de dire, et bien évidemment, la compréhension de ce changement, les conséquences de ce changement sur les collaborateurs de l'entreprise ou sur ses parties prenantes au sens général ne sont pas si faciles à anticiper, et elles ne sont pas toutes positives a priori pour les collaborateurs de l'entreprise. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment... Alors, deuxième caractéristique, c'est la vitesse de ce changement. Et on sait et on voit que ces technologies bougent à des vitesses que l'organisation n'a jamais su très bien gérer. C'est en 24 mois, 3 ans, qu'un certain nombre d'usages se répandent, disparaissent. Donc l'organisation doit appréhender cette nouvelle façon de faire dans des horizons de temps extrêmement rapides. Donc comment faire pour aller vite, pour embarquer le plus de monde possible et faire que chaque collaborateur soit un acteur du changement. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que d'impliquer les collaborateurs dès l'amont de l'histoire. Ce que l'on n'a jamais fait. Moi, j'ai fait beaucoup de transformations dans les entreprises. On a toujours réfléchi d'abord en chambre. On a défini un programme et puis après on déployait les programmes. Voilà. Ça prenait un certain temps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le voulait en général. Mais enfin, le collaborateur entendait parler de l'histoire en général 1 an après, 6 mois après, ça dépendait du rythme auquel on avait déjà concocté ce qui allait changer sa vie au travail. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. On ne peut plus faire ça d'abord parce que l'on vient de le dire. Le changement est permanent. Le changement de paradigme. Les gens ont besoin de comprendre. De toute manière, ils ont toujours eu besoin de comprendre pour apprendre. Ça, c'est pas nouveau du tout, mais on avait un peu oublié. Donc, de toute manière, c'est indispensable. Mais c'est indispensable pour aller plus vite que de finalement impliquer tous les collaborateurs très en amont dans la définition de la façon dont l'entreprise va changer. Ce qui est compliqué. Parce qu'on a l'impression de perdre du temps dans ces discussions. On a l'impression que quand on est un dirigeant ou une équipe dirigeante, on sait mieux que les autres. D'ailleurs, on a plus d'informations pour pouvoir le faire. Donc, ce temps de la parole, de la conversation, de l'appropriation, du collaboratif, c'est un temps qui paraît lent pour l'organisation, alors qu'elle est pressée par toute une série d'exigences d'aller vite.
Néanmoins, c'est la seule façon d'aller vite parce que c'est la seule façon d'embarquer le plus de monde, ce qui change considérablement la façon de gérer le changement à l'intérieur de l'organisation. Et vous avez mené un certain nombre de transformations dans les groupes que vous avez dirigés. Est-ce que vous auriez des anecdotes particulières à partager ? Oh, j'en ai plein, mais j'en ai une en particulier sur cette notion du temps, enfin de la gestion du temps dans l'organisation. J'étais à l'époque chez Manpower, une organisation en réseau. C'est des organisations très compliquées parce que quand vous êtes dans une agence Manpower un peu éloignée, finalement le monde s'arrête assez rapidement autour de votre agence. Et ce que la direction générale raconte à Paris, c'est un peu lointain et un peu théorique. Et donc, grande transformation chez Manpower, en plus accélérée par un environnement extrêmement contraint dans les années 2007-2008. Crise de l'emploi. Quand l'emploi ne va pas, l'intérim s'évapore et on lance une grande transformation. Bon, je ne vous raconte pas les détails, ils sont croustillants, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et puis, on déploie notre programme. C'est extrêmement douloureux, extrêmement compliqué. Il faut embarquer tout le monde. On pense faire les choses bien. Et on envoie par exemple des petits livres partout chez les collaborateurs pour expliquer ce que l'on va faire, etc. À peu près 15 mois après le début de tout ça, ça commençait à aller un peu mieux. Je fais une visite dans une agence éloignée dans le Massif central. Et donc un endroit où personne ne passe pas, ou ne passe jamais. Enfin, la direction générale passe pas dans ce... c'était au Puy-en-Velay à l'époque, donc c'est très compliqué d'accès. Et évidemment, c'était un bonheur partagé que de rencontrer l'équipe de cette agence. Et là, je me fais tout de suite interpeller en me disant Françoise, il faut qu'on parle de la page 75. Et donc, j'ai un petit moment de digestion, me dire la page 75, vraiment, qu'est-ce que c'est ? Et c'était effectivement une page d'un des petits livres que l'on avait partagé dans toute l'organisation, sur lequel on parlait des compétences, et des compétences importantes pour demain. Et la phrase était sans doute très lapidaire. Elle disait « on va aller vers des compétences plus spécialisées ». Et depuis le moment où on avait écrit cette phrase, on avait déployé tous les programmes de la Terre, chacun avait été formé, avait reçu une étiquette particulière sur un métier particulier. Sauf que cette jeune femme que j'avais en face de moi, ça ne lui convenait absolument pas. On avait dit que c'était la fin de la polyvalence. Et pour elle, la polyvalence, c'était sa raison d'être. C'était sa richesse. Son expertise, c'était ce qui faisait qu'elle était fière de se faire son métier tous les jours. Et d'un coup de plume, qui se voulait positif, on avait bloqué cette personne qui se reconnaissait absolument pas dans ce qui était raconté, qui depuis avait été tamponnée. Elle avait tous les attributs externes d'un nouveau métier, mais dans le fond, elle n'avait pas commencé à avancer. On a été capable de régler le sujet, parce qu'évidemment, les choses n'étaient pas blanches ou noires, en quelques minutes de discussion. Si cette discussion, j'avais été capable de l'avoir au démarrage du projet, on aurait trouvé ce point de compréhension commune qui nous aurait permis d'avancer ensemble. La gestion du temps, embarquer tous les collaborateurs, pour moi, cette histoire, elle est une leçon sur... il faut impliquer chacun des collaborateurs. La transformation que j'avais voulu impulser, elle n'était pas arrivée au Puy-en-Velay, parce qu'il y avait quelque chose qui avait bloqué à un moment donné. Donc cette conversation managériale qu'il faut installer dès l'amont, dès la compréhension, dès le diagnostic, est à mon avis une façon absolument critique d'aller vite, même si ça donne l'impression de ralentir le mouvement. Super, merci. Alors vous, Éric, un grand spécialiste des sciences comportementales, qu'est-ce que vous auriez à nous dire par rapport à cette question de comment changer, la façon de changer ? Alors, moi je crois que le début de la sagesse, mais c'est que le début, c'est la connaissance. Il y a des gens, des chercheurs académiques qui font des tas d'études, d'expérimentations pour essayer de comprendre ce qu'est une entreprise, qui fait le changement. On vient d'avoir cette année en prix Nobel Richard Thaler, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux de l'économie comportementale. Qu'est-ce que tous ces gens ont démontré depuis 45 ans ? C'est un fait qui est majeur,
C'est l'entreprise n'est pas un lieu naturel d'engagement. L'humain est activé non pas par des éléments rationnels, de l'information, des motivations, des bonus, des choses comme ça, mais l'humain est un être beaucoup plus complexe qui est influencé par ses émotions. C'est un être profondément social qui est influencé par ce que les autres font, pensent, disent. C'est un être qui est bourré de biais cognitifs et l'ensemble de ces éléments font que l'entreprise, c'est d'abord un lieu où j'ai peur. J'ai peur de me faire virer, j'ai peur de me faire engueuler, j'ai peur de ne plus avoir de revenus, etc. C'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Et c'est un fondamental de l'esprit humain. À partir du moment où on comprend que dès lors qu'on ressent du risque, on se met en situation défensive, on se met contre, et je voudrais revenir sur le chiffre que vous citiez, on parle tous d'engagement, et pourtant, il y a encore une très grande majorité de collaborateurs qui se sentent désengagés. Deuxièmement, chiffre McKinsey, 70% des plans de transformation sont en échec. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas rationnel, c'est pas parce qu'on l'informe, c'est parce qu'on le motive, qu'on va l'engager. Il faut être beaucoup plus profond, il faut être capable de créer un environnement psychologique qui commence par le discours des leaders, mais encore beaucoup plus qui passe par les actes des leaders. Si on dit l'engagement il est fondamental, j'attends de vous de l'autonomie, je vais vous donner de l'autonomie, etc. Ce qui compte pour moi, c'est des managers qui vont valoriser l'humain et pas des managers uniquement qui ont des performances financières ou commerciales. À ce moment-là, on va le juger à ses actes dans l'entreprise par rapport à cette perception de risque. Est-ce qu'il dit vrai quand il déclare ces éléments? Et concrètement, quand il promeut quelqu'un, est-ce que ce quelqu'un est connu dans l'entreprise pour ses performances financières exceptionnelles ou commerciales, ou est-ce qu'il est connu pour sa capacité managériale exceptionnelle? Quand il commence un board, est-ce qu'il ouvre le board avec les résultats financiers de la période, ou est-ce qu'il passe par la revue des talents? Donc en gros, c'est construire un environnement psychologique. Les chercheurs, moi je suis un passionné d'entreprise, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 29 ans, c'est maintenant un des départements de BVA, mais je suis un passionné de recherche académique. Il y a véritablement un savoir en économie comportementale qui aide à être plus performant. Il y a par exemple une femme, une américaine, qui est de Harvard, qui a écrit un bouquin que je vous recommande tous, qui s'appelle Teaming, et ce bouquin parle de sécurité psychologique. Et comme par hasard, Google a utilisé ses travaux pour essayer de créer un environnement où les gens se sentent en sécurité psychologique. Parce que c'est uniquement quand on se sent en sécurité psychologique qu'on va poser des questions, qu'on va faire progresser des sujets, qu'on va pouvoir se sentir à même de critiquer son patron. Critiquer son patron, c'est une prise de risque. Sauf si vous êtes sûr que qu'est-ce que soit ce que vous allez dire, il va l'accueillir comme une capacité à faire progresser, à débattre. Si on est en groupe, c'est pas pour que le patron décide tout, c'est parce qu'on suppose que l'intelligence collective doit permettre de meilleures décisions. Mais cette intelligence collective ne fonctionnera qu'à partir du moment où il y a de la confiance, du respect, de l'écoute. Et tout ça, ça se joue non pas uniquement dans les discours, mais dans les gestes au quotidien. Donc créer un environnement psychologique autour des notions que vous soulignez. On sait ce que c'est que l'engagement maintenant. C'est de l'équité. Est-ce que je suis traité de manière équitable? Est-ce que je ressens ce qu'on appelle un sens de l'accomplissement? Est-ce que je suis en maîtrise de mon travail? Est-ce que je suis formé pour? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Est-ce que je suis reconnu régulièrement dans ce que je fais? Et est-ce qu'on m'aide à progresser à la fois dans mes projets et dans la personne que je suis? Est-ce que je ressens du sens dans mon travail? Il y a des études qui sont très intéressantes qui montrent que toute personne dans tout métier peut ressentir du sens. J'ai un exemple en tête, c'est une personne qui s'occupe du nettoyage dans des hôpitaux. Vous pouvez vous sentir
totalement engagé là-dedans, dès lors que vous considérez que nettoyer une chambre d'un patient, c'est la capacité d'être respectueux vis-à-vis de lui et de l'aider dans sa santé, puisque ça participe de la santé globale. Oui. Donc tout d'un coup, je trouve du sens dans mes gestes les plus communs au travers d'une mission qui est transcendante, qui est « j'aide à faire du bien ». Et nous savons que l'humain a besoin non pas de répondre à des objectifs financiers, commerciaux, égoïstes, tournés vers lui-même, mais ce qui le transcende, c'est dans quelle mesure ce que je fais contribue humblement à créer un monde meilleur. Et un dernier point qui est donc de l'équité, du sens de l'accomplissement et de la camaraderie. Nous sommes des êtres sociaux. L'entreprise peut aider à créer de la camaraderie, de l'appartenance, de la fête, de la célébration. Et c'est ça, il y a une grande enquête Gallup qui dit que le critère le plus fort pour expliquer que les gens restent dans une entreprise, c'est la présence d'amis dans l'entreprise. Parce qu'on va passer des heures dans l'entreprise. Donc comment l'entreprise, et là je vous renvoie d'autres travaux d'une américaine qui s'appelle Jen Dutton et qui travaille sur créer de l'amitié, l'entreprise peut aussi le favoriser. Est-ce que, plutôt qu'avoir une grande et belle cafette, tu crées plein de petits points de rencontre? Est-ce que tu suscites des afterworks? Est-ce que tu génères et tu encourages des multiples breaks? Parce que si on a vu tout à l'heure que du point de vue, je dirais, physiologique, faire des breaks, s'occuper de sa santé, bien manger, c'est aussi lié à la performance, mais c'est aussi se donner des occasions entre nous de parler d'autre chose que de travail. Donc pour moi, il y a l'équité en pilier, le sens de l'accomplissement et du progrès, la camaraderie, et en haut, si l'entreprise peut en plus avoir une mission dans laquelle je me reconnais et qui ne soit pas sur du business, mais qui dépasse des intérêts égoïstes pour contribuer à un monde meilleur, alors là, quelle que soit ma tâche, dès lors qu'on me donne ce que vous disiez de l'autonomie, parce que si je suis un simple exécutant, je ne peux pas être fier d'être un exécutant. Je peux en revanche être fier si j'ai contribué à créer le process, exactement ce dont vous parliez, parce que là, voilà, je suis part d'un objectif qui est plus large. Superbe. Alors Olivier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je ne peux qu'abonder dans tout ce qu'a dit Éric. Parce que, en fait, je me permets de faire en même temps un peu de pub. Je viens de sortir un ouvrage avec mon camarade Paul-Marie Chavannes sur la bienveillance en entreprise. Et tout ce que dit Éric, on le retrouve dans le livre, notamment, j'ai beaucoup aimé le passage sur les peurs. Ces peurs ancestrales qui sont en nous, qui sont des destructeurs d'engagement et destructeurs et des freins fondamentaux à la conduite du changement dans les organisations, qui sont des peurs, la peur d'être abandonné, la peur d'être mangé, ce que vous disiez, la peur d'être viré, la peur d'un nouveau boss qui arrive, la peur d'être mis dans un placard. Ces freins fondamentaux. Et à partir du moment où les organisations ne sauront pas adapter leur mode de conduite du changement à ces peurs fondamentales, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes bloqueront ces changements. Donc ça, c'est le premier point que je veux souligner, je suis entièrement d'accord. Sur le point aussi qu'il a souligné sur l'équité, à partir du moment où vous avez un chef, ou sentiment de non-équité, voilà, contribution, rétribution, à partir du moment où on a le sentiment d'être lésé dans notre rétribution, on diminue la contribution et on bloque le changement. Et enfin, quelque chose il a cité, j'aime beaucoup, c'est une notion de sécurité, la sécurité ontologique. À partir du moment où vous êtes dans un cadre qui apaise vos peurs, le changement est beaucoup plus facile. Mais pour revenir à votre question fondamentale, comment on change le changement? Est-ce que déjà on pouvait appliquer, sans changer la façon dont on change, déjà appliquer ce que nous enseignent les sciences sociales depuis des années? Vous prenez Kotter, qui est le pape du changement, un prof d'Harvard, qui a modélisé le changement. Il nous parle de ce que dit Françoise depuis longtemps. C'est déjà comment on crée la vision avec le collectif et avec les acteurs, comment on les embarque. Si vous n'embarquez pas les acteurs, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on clarifie la vision? On a beaucoup parlé du sens. Mais depuis longtemps, Kotter on dit, parlons de vision. Et les gens se trompent sur la vision. Ils commencent par, vous savez, le truc de Sinek, là, le why, le how, le what. Les gens commencent par le what. Qu'est-ce que tu dois faire? Les gens commencent par dire, voilà comment tu vas faire. Mais ils ne commencent pas par pourquoi tu dois faire ça.
À partir du moment où on travaille sur le why, pourquoi tu dois faire ça, quel est le sens de ton action, et qu'on travaille ce sens avec les acteurs, et ben là on peut les embarquer. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on doit changer le changement? Oui, on doit le changer dans la façon dont on le conduit, mais il n'y a pas forcément une forme d'innovation. C'est des méthodes qu'on connaît depuis assez longtemps. La seule, si vous voulez, c'est le degré c'est juste la façon dont on le mène. Peut-être qu'il y a une notion de souplesse qui est plus grande de nos jours, d'agilité dans la transformation. On demande beaucoup plus de réactivité. Ça, je suis assez frappé. Certaines organisations ont figé leur processus de conduite de changement dans des projets, dans des règles, dans des cycles. Et ces cycles emprisonnent l'agilité. Parce que je vois, ce qui marche, c'est quand les acteurs peuvent modifier la règle en permanence de façon itérative. Et là, ça ne bloque pas le changement. Vous voyez, moi, dans mon organisation, vous bloquez la règle, le changement dans des règles, et vous avez tant de CHCCT, sans TP, tant de machin bidule, alors que si vous avez une règle, je vois que ça fait râler. Si vous avez un processus non réglé par la hiérarchie, vous avez moins de CT points, moins de CHSTP, et le changement est beaucoup plus facile au niveau des équipes terrain. Et on donne la possibilité au terrain, les acteurs les plus proches, de s'emparer du changement, en faisant adhérer les collaborateurs. Et vous avez des exemples précis ? Oui, j'en ai des tonnes d'exemples, j'en ai des tonnes. Mais je ne vais pas donner plus d'exemples. Moi, je travaillais dans une grande organisation postale. Et, voilà. Et vous savez, on a de moins en moins de clients dans les bureaux de poste. Et donc, on a de moins en moins, entre guillemets, il faut modifier la façon dont nos guichetiers travaillent. Et modifier la façon dont nos guichetiers travaillent, c'est-à-dire les orienter vers des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et on avait, vous savez, les bureaux, le guichetier, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait timbre, il vend les timbres, il tamponne la lettre pour qu'elle puisse partir. Mais tout ça peut être fait par des machines à infranchir. Et toute la transformation des quelques dernières années dans les bureaux de poste, c'est comment faire pour que nos guichetiers s'orientent vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire faire du concierge bancaire, vendre des produits de téléphonie mobile, et faire que les clients aillent vers la machine à infranchir. Et donc, plutôt que de dire, voilà la nouvelle règle, il faut que tu orientes le client vers la machine à franchir. La seule façon, et je l'ai testé, pour que les gens, les acteurs orientent le client vers la machine à franchir, c'est leur donner le sens, pas leur donner le sens, les faire construire le sens, les faire construire la démarche. Et puis faire construire le moment opportun aussi auquel on décide d'orienter réellement un client vers la machine, parce que dans certains cas, on aura encore besoin de cet accompagnement. Bien sûr. Mais c'est toute une démarche. Alors je dis ça comme ça, c'est pas si simple. Il y a toute une démarche à mettre en place. Il y a une démarche émotionnelle, donc les faire vivre cet instant client, les faire réfléchir et les faire décider de l'action et les faire construire l'action. Ça ne se fait pas comme ça, si simplement. Mais la notion de Françoise est clé, c'est-à-dire il faut embarquer les collaborateurs. Et alors, j'entendais ce matin que justement la Poste cherchait aussi, et les bureaux de poste, à faire de nouveaux métiers, et notamment le passage du code dans les bureaux de poste. J'ai entendu ça ce matin, alors du coup, c'est tout frais là. Je me posais la question, je me dis, est-ce que ça vient d'une initiative de collaborateurs de dire on pourrait utiliser nos bureaux de poste à faire passer Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est une démarche qui a été initiée depuis quelques années, parce qu'on a effectivement on a une grande maison de services publics, et donc voilà, on a la possibilité dans nos locaux d'accueillir ce type d'examen. Oui. D'accord, très bien. Alors, pour un peu approfondir le sujet et justement continuer ce focus sur les collaborateurs, comment on peut développer justement leurs attitudes de service et les rendre un peu plus esprit de service inside, si je puis dire? Je pense qu'on vient de très largement développer ça, c'est-à-dire que dès lors que, et l'anecdote de l'agent de nettoyage dans un hôpital rejoint cette histoire qui est super connue du balayeur à la NASA qui rencontre JFK et qui lui dit « moi j'envoie une fusée sur la Lune ». Donc effectivement, le sens, c'est la première des... sachant que c'est un mot compliqué, hein, le mot sens, on y met tous des significations un peu différentes. La deuxième, c'est effectivement l'écoute de l'autre.
Il y a des gens qui ont ça naturellement ou qui ont été éduqués pour l'avoir développé personnellement. Il y a des gens qui ont beaucoup moins d'empathie et d'écoute sur les autres. Et ça, c'est évidemment une condition, à mon avis, indispensable pour arriver à embarquer tout le monde dans une démarche de service. Et puis la troisième action, mais qui vient après les deux autres, c'est d'essayer de modéliser un processus, d'aider à faire les choses. Parce que si on ne structure pas un peu les processus opérationnels, il y a peu de chances quand même qu'un collectif arrive à trouver sa voie efficace ensemble sur ces sujets-là. Sachant que là aussi, on a voulu beaucoup codifier l'expérience client, en ayant des moments très particuliers, avec des codes très particuliers qu'il fallait mettre en place. C'est particulièrement vrai dans l'hôtellerie. Moi, j'ai un peu vécu dans le tourisme. Et qu'il faut aller au-delà de ça, parce que ça ne plaît pas aux clients, ça ne plaît pas à tous les clients, ça ne plaît pas à tous les clients à tout moment. Et qu'il faut que chacun des collaborateurs, en tous les cas c'est l'idéal vers lequel il faut tendre, arrive à vivre personnellement la façon de faire vivre l'expérience client que l'entreprise veut. Ce qui est évidemment très compliqué à faire, mais c'est une aventure passionnante qui s'appuie sur les deux piliers. Éric, vous m'aviez parlé la fois dernière de la force du AA, je crois. Okay. AA. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est en gros de passer des grandes intentions à de la pratique quotidienne. Pourquoi ? Parce que dans nos esprits que l'on croit rationnels, et encore une fois qui ne le sont pas, on pense que pour obtenir des grands résultats, il faut des grandes actions. Or, toutes les théories autour du nudge maintenant et des sciences comportementales disent exactement le contraire. On peut obtenir des résultats absolument spectaculaires dans les changements comportements attendus avec des toutes petites choses ou tuer, au contraire, des grandes envies avec là aussi des toutes petites choses. Et cette force du AA, c'est une expérimentation qui a été faite par un professeur qui s'appelle Dan Ariely. Alors lui aussi, je vous conseille ses bouquins. Le plus connu s'appelle Predictably Irrational. Il est prof à la Duke University. Il a fait une expérimentation qui était au départ auprès d'étudiants. Les étudiants étaient invités à remplir des feuilles en identifiant, c'était des feuilles avec beaucoup de chiffres, les chiffres qui additionnaient faisaient 1. Par exemple, 0,19 et 0,81. Donc tu mets deux petits ronds pour montrer que tu as vu. Et à chaque fois que tu amènes une feuille remplie correctement à ton examinateur, tu reçois une rémunération qui te demande alors de continuer, si tu veux continuer, ou t'arrêter. L'expérimentation n'est pas du tout liée à la performance des individus, mais liée au rôle de l'examinateur. 3 rôles. Un rôle, il prend la feuille et il la regarde et il fait « Ah !» et il la pose. Deuxième examinateur, donc deuxième groupe, à parier, comme on dit dans les études, il prend la feuille qu'il ne regarde pas et il la pose. Troisième type de comportement testé, je prends la feuille et je la mets dans un broyeur. Donc quel est l'impact du comportement des travailleurs, on va dire, au regard de ce qu'a fait l'examinateur ? Sachant qu'ils ont exactement le même incentive financier, puisqu'à chaque fois, ils sont payés de la même manière, quel que soit le comportement de l'examinateur. Alors, un premier résultat qui est attendu. Lorsqu'on me fait « haha » en regardant ma feuille, je produis 35% de plus que quand on prend ma feuille et qu'on le met dans le broyeur. C'est-à-dire quand on détruit mon travail devant mes yeux, c'est insupportable. Et pourtant, je suis payé de la même manière. Donc, si la vraie motivation, c'était uniquement matérielle et financière, il ne devrait y avoir aucune influence du comportement de l'examinateur, ce qui n'est pas le cas. Alors déjà, ça c'est intéressant, mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est le comportement qui est neutre. C'est-à-dire, je prends la feuille et je la pose. Il y a également une réduction de 30% de la productivité du travailleur. C'est-à-dire que l'indifférence est équivalente à la destruction.
Et là, les managers que nous sommes, je nous interroge dans nos pratiques quotidiennes. Alors, détruire le travail d'un collaborateur, ça nous arrive sans doute rarement, mais ne pas marquer la moindre reconnaissance au regard du travail qui a été effectué, alors je crains que ça soit nos comportements quotidiens, sans s'apercevoir que tous les jours, nous créons de la déception, du désengagement, par l'absence de reconnaissance du travail qui a été effectué. Tout ça pour mettre l'accent sur ce qui est important, c'est de comprendre dans la vie quotidienne de vos collaborateurs qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui tue tous les jours de la reconnaissance et l'ensemble des valeurs qu'on voudrait développer. Et il y a des méthodes pour analyser très précisément l'ensemble de ces comportements quotidiens pour, une fois qu'ils sont identifiés, être capable de valoriser et de généraliser ceux qui sont pertinents et qui créent de l'engagement, et au contraire, être en lutte contre l'ensemble des micro-comportements qui vont créer un macro-désengagement. Super. Olivier. Je ne peux encore une fois qu'être d'accord. C'est-à-dire que ce que dit... On commencera Eric... par vous là. Ouais. Non mais si ce n'est, ce que je voudrais rajouter, c'est dans ce que Eric nous dit, c'est la reconnaissance. Il nous parle de reconnaissance et ça me fait penser à la symétrie des attentions. Ouais. Le patron de, alors je crois le HCL, je me souviens plus, en Inde, vous savez, celui qui a écrit le bouquin. Vinay Nayar. Vinay Nayar, voilà. Employee first, customer second. Ce qu'on dit là, c'est à partir du moment où vous créez les conditions pour que les collaborateurs soient reconnus, qu'ils soient valorisés, vous avez plus de chances qu'ils soient motivés et offrent un service de meilleure qualité. Et il y a juste, alors je ne peux pas ajouter grand chose par rapport à tout ce qui a été dit, il y a juste un élément qui m'a frappé, c'est la notion, parce que j'ai vu un film récemment sur la fiche philosophie, sur la joie. En fait, c'est un marché qui a été repris depuis une trentaine d'années de poissons à Seattle, et ce marché de poissons était complètement abandonné, vivotait, personne allait acheter du poisson. Et vous pouvez imaginer que l'activité de vente du poisson, c'est pas l'activité la plus sexy du monde. Et il y a un type qui a racheté la boutique et ils ont mis toute une mise en scène pour vendre le poisson. C'est-à-dire qu'ils s'envoient le poisson, ils se le lancent, ils en ont filmé et le marché ne désemplit pas. Et les gens rigolent, sont impliqués. On a le sentiment de liberté, voilà, de plaisir, de joie, de rendre la vie plus facile. Et donc il y a une côté, voilà, il y a une véritable service client. Créer une expérience unique, un peu comme Zappos. Ouais, ce sentiment de Zappos, vous voyez, celui qui vend des chaussures en ligne, qui étaient les premiers à le faire, voilà, en effet. Où les gens, faites plaisir à votre collaborateur et puis qu'on regarde les reportages qui s'y passent, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on éprouve un sentiment de légèreté et de plaisir et de joie. Et je pense que peut-être c'est là, alors je ne sais pas si les sciences comportementales nous le montreront ou les neurosciences nous le montreront, mais je présume qu'à partir du moment où l'employé ou un collaborateur a ce sentiment, quand il vient au travail, sentiment de sécurité, sentiment de reconnaissance, mais aussi sentiment de plaisir et de joie, je présume que c'est plus facile. Les sciences nous prendront que le service client en sera d'autant meilleur. Il n'y a-t-il pas un phénomène culturel quand même à tout ça ? Puisque là, vous évoquiez notamment des exemples donc en Inde avec Vinay Nayar, donc qui a complètement renversé le modèle du management en se mettant lui au service de ses collaborateurs. Mais est-ce que créer ces expériences, créer la joie, créer cette camaraderie, être dans cette sincérité, est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qui sont plus ou moins différents en fonction des cultures et des pays et des continents, justement ? Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des aspects culturels, mais je pense qu'il y a aussi une histoire de l'entreprise et des périodes dans lesquelles on a beaucoup valorisé l'engagement. Hein. Michel Drucker, pas Michel Drucker, Peter Drucker, je ne suis pas réveillée. Mais qui fait partie de l'histoire de France aussi, quand même. Michel Drucker. Oui, mais enfin bon, c'est pas de lui dont je voulais parler. Donc Drucker, c'est pas hier. Hein. Et puis, on a une espèce d'ère glaciaire. Et j'y ai participé, donc, et on a tous participé, je pense, qui est toute cette période où on s'est dit on va mettre des grands processus globaux, des grands ERP, on va anticiper la réponse
de l'entreprise à tous les sujets, parce qu'on sait, on peut le modéliser. Et finalement, c'est tellement compliqué notre environnement que les humains, les équipes, n'ont pas la capacité. Il faut les aider à réagir à leur environnement. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Bon. Et cette période, alors après on la date selon les entreprises, dans des périodes, mais moi je dirais que c'est 95-2005, hein, quelque chose comme ça, c'est probablement pas plus d'une dizaine d'années, a mis un espèce de carcan sur les organisations, on a mis des KPI partout, on a mis de la complexité partout, et on a mis surtout de l'injonction paradoxale partout. Hein. Et il ne faut pas se cacher, enfin il ne faut pas quand même baigner, quand on parle de bons sentiments, d'engagement, etc., il ne faut pas nier cette partie de l'entreprise qui est super contrainte et dont on n'est pas encore sorti. Et cette période, elle a, je pense, influencé très profondément, et toutes les études le montrent, il y a les études Gallup par exemple, elle a complètement cassé la motivation des collaborateurs, cassé l'engagement, cassé le sens, et on sort de cette période-là. Hein, donc il y a selon les organisations et les secteurs, ça a été plus ou moins pesant, plus ou moins prégnant, mais enfin beaucoup de secteurs ont eu cette période-là. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, me semble-t-il, c'est de sortir de ça, hein, parce qu'on est un peu entre les deux. On se dit on voudrait de l'engagement, mais on a gardé toute une série de modes de fonctionnement qui sont pas du tout orientés vers la joie et les camaraderies. Et le climat et l'engagement des collaborateurs. Et on est un peu assis encore entre deux types de culture d'entreprise, en tous les cas. Très bien, messieurs, vous avez quelque chose à dire sur cette notion de culture ou... Oui, moi je voudrais dire, pour ajouter, rebondir ce que dit François, je pense qu'il y a une dimension culturelle. Par rapport ne serait-ce que l'orientation du service client. Moi, je suis assez frappé. Alors, vous allez dans certains pays asiatiques, vous allez au Vietnam. Je suis assez frappé. Vous avez quand même un service client sur un pays qui est beaucoup moins développé que la France. Les gens sont plutôt sérieux et serviables et plutôt sympas. Et en France, c'est pas toujours le cas. Et moi, ça me fait penser au livre excellent de Algan et Cahut sur la France, la société de la défiance. Et je pense qu'il y a quelque chose qui joue sur la notion de confiance. Cette défiance et ce manque de confiance des Français dans les institutions, dans les organisations, dans les pouvoirs publics, s'est propagé à l'ensemble des entreprises et on a du mal à en sortir. Et c'est-à-dire ça. Voilà, c'est une espèce de phénomène de contagion. Comme on est dans la défiance permanente sur tout, je pense que ça déteint forcément sur la notion de qualité de service client. Mais c'est surprenant, vous allez aux États-Unis, c'est très frappant. Je veux dire, vous prenez un café dans un bistrot parisien versus dans un café. Enfin, c'est très frappant. Et vous allez en Asie, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a une notion culturelle, voilà, qui est liée sans doute à la façon dont on fait confiance à l'autre et on fait confiance aux institutions. Bon, donc il va falloir qu'on distribue un peu plus de pilules roses à tous nos compatriotes. Eric, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, très rapidement. Je vous disais tout à l'heure que ce qu'on sait, c'est que nous sommes émotionnels, nous sommes sociaux et c'est le troisième pilier des facteurs qui influencent nos comportements et nos décisions, nous sommes contextuels. Donc culturel. Alors c'est pas l'engagement qui est différent et les fondamentaux qui créent de l'engagement qui sont différents d'une culture à l'autre, mais c'est en gros d'où je pars et comment ma culture et mon contexte ont formé, construit ce que je suis. Donc créer de l'engagement dans un pays, c'est les mêmes leviers fondamentaux, mais qui vont être activés par des actions qui peuvent être différentes, compte tenu du niveau que j'ai au départ, de l'histoire de l'entreprise, quelles sont les normes sociales. Quand on dit nous sommes des animaux sociaux, les normes sociales, et la culture, c'est un ensemble de normes sociales et de règles non écrites, vont forger nos comportements. Donc bien évidemment, nous sommes culturels, forgés par ces normes sociales, et quand on veut modifier les comportements, il faut intégrer ça comme facteur environnant. Très bien. Et justement,
pour aller un petit peu plus loin, quel est votre regard justement sur les nouveaux programmes de formation, puisqu'ils continuent à exister dans nos entreprises, et comment ont-ils évolué pour justement développer ces compétences, si je puis dire, en tout cas ce savoir-être que vous évoquiez tout à l'heure, et pour favoriser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi votre regard sur les formations d'aujourd'hui ? Pas adapté. Allez, je veux bien me lancer. Mais je pense qu'elle a un sérieux besoin de se réinventer. Ah, voilà. Je pense qu'on est aujourd'hui, on a évolué vers. Alors, je parle de l'entreprise et de celle que je connais, mais pour des raisons de coût, on fait du push de contenu. Et on a toute une série de raisons de faire de plus en plus de push de contenu, parce qu'en plus, il y a plein d'obligations qui s'imposent à l'entreprise, et du coup, on est bien obligé de former les gens à la compliance, à la non-concurrence. Enfin, il y a un nombre d'obligations qui fait qu'on pousse toute une série de contenus sur l'organisation. Alors que l'on veut fondamentalement changer des comportements, et ça se saurait si on change de comportement en likant quelque chose sur une télé ou sur Facebook. C'est pas comme ça qu'on change. Donc tout l'enjeu, c'est de retravailler, à mon sens, des parcours de formation qui sont quelquefois, pour une partie individuelle, pour une partie collective, parce qu'on apprend en groupe, on a des communautés de travail. Ça ne sert à rien de devenir super collaboratif si autour de vous, vous avez plein de gens qui ne le sont pas du tout et qui ne sont pas du tout ouverts. C'est de l'argent perdu et de la frustration qui se génère. Donc il faut retravailler sur comment on applique les choses, comment on fait les choses différemment, comment on traduit en action toute une série de ces notions qui sont aujourd'hui poussées comme des grandes théories ou comme des films, et qui sont complètement étrangères à la réalité. Parfois cette notion de quota, d'avoir le Oui, sentiment d'avoir rempli. Et c'est terrible, le petit quiz avec toutes les réponses sous le téléphone que l'on se passe à la machine à café. On se raconte tous des histoires. On se fait plaisir en croyant qu'on a tous les collaborateurs formés qui ont tout compris. Non, ils ont tous recopié les mêmes questions. Ils ont bien bachoté. C'est ça. Eric, vous voulez dire quelque chose ? Ah oui, alors sur la formation, 2 points. J'ai eu la chance en début de semaine de rencontrer les gens du groupe des Nations Unies qui s'occupent de Gender Equality. Ça s'appelle « Tous les garçons, rejoignez-le », E4SHE. Et notre objectif, c'est de convaincre 1 milliard d'hommes de soutenir la cause de l'égalité homme-femme. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on parlait d'une énorme étude qui a été réalisée par une prof d'Harvard à la Kennedy School qui s'appelle Iris Bonet. Si ce sujet vous intéresse, son bouquin s'appelle What Works. Et cette étude, menée sur 30 ans, sur 800 des plus grosses entreprises américaines, qui pratiquent des programmes de formation sur la diversité et sur les stéréotypes par rapport à Gender Equality. Les résultats sont, il y a 0 effet, 0, sur l'évolution de la diversité dans l'entreprise liée à l'information sur le fait qu'on est victime de stéréotypes et que du coup on ne promeut pas assez, etc., les femmes dans l'entreprise. Juste pour vous dire qu'on sait, par des milliers d'études, que l'information et la formation sont le premier pas. C'est absolument indispensable. Ça crée quoi ? Ça crée une intention de. Sauf que l'intention de, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Comment je transforme cette intention de en changement de comportement effectif? Et c'est là sur lequel il faut se focaliser pour être vraiment performant dans la réalisation des objectifs souhaités et pas s'intéresser simplement à « j'ai formé, donc j'ai bien réussi ». Le deuxième point, c'est sur la nature de la formation. Là aussi, on sait maintenant que là, c'est un biais qui s'appelle le biais du temps présent. Le biais du temps présent, c'est en gros, ce qu'on veut, c'est les récompenses tout de suite. Les récompenses pour dans longtemps, c'est moins intéressant. Et les efforts, c'est exactement le contraire. Les efforts, c'est pas pour tout de suite. Plus ils sont pour après-demain, mieux c'est. La formation, c'est quoi ?
C'est faire des gros efforts par rapport à un environnement extrêmement stressant, prenant, etc., pour des potentiels bénéfices pour plus tard. Donc notre inclinaison naturelle, c'est de dire, oh purée, la formation, je ferais mieux de m'occuper de mon client de tout de suite, etc. Donc il faut qu'elle soit particulièrement performante, personnalisée, amusante, récompensante immédiatement pour pouvoir avoir un effet. Très bien, merci. Alors moi je dirais, la formation qu'on a souvent connue qui est très... et ça c'est des réponses à des obligations légales de formation. Jour de homme de formation en présentiel, avec un contenu descendant où on va donner du contenu. Je pense que ça, enfin il faut se dire les choses, hein, ça barbe beaucoup de gens. Voilà, il faut dire les choses. Tu vas aller 2 jours en formation pour, je sais pas, faire telle norme, ou même du management. Ça ennuie les gens, je le vois. Ils ont du mal à consommer ce type de produit. Et je pense que demain, le type de formation qu'attendent les personnes et qui va vraiment bouger non seulement les représentations, mais les comportements, c'est des formes d'expérimentation de la formation plus d'expérimentation expérientielle. Et il y a beaucoup de choses dans l'innovation managériale. Il y a des hackathons, il y a des World Café, il y a des réseaux apprenants, il y a du reverse mentoring, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place. Et à la base, il y a expérimenter les choses et ne pas avoir un contenu un peu contenu, uniquement des anciens formats où le formateur descend ses contenus. Je pense qu'il y a une première chose sur la façon sur le format, des formats plus expérientiels et surtout des formats beaucoup plus légers. Moi je suis assez frappé, j'organise pas mal de cycles de conférences et les produits qui marchent le mieux ce sont des formats de 3 à 4 heures maximum. Les gens ne veulent plus rester 3 jours en salle à avoir la tête plein d'informations. Il y a une chose qui est aussi frappant, qui marche beaucoup, c'est aussi la notion de co-développement. De co-développement, d'agilité collective. Je crois que c'est des outils qui sont assez puissants et qui changent véritablement. On n'est plus à les limites de la formation, on est à les limites de comment un groupe s'autorégule, s'alimente et grandit collectivement, et se réinvente collectivement. Donc je pense que ce seront les nouvelles, donc des formats sur le fond qui vont changer, plus légers, plus ludiques, plus expérientiels, plus collaboratifs et en équipe. Super. Voilà. Merci. Alors, je vous propose maintenant d'interagir avec la salle et vous aviez chacun de vous préparé une petite question à la salle en lien avec cette thématique. Alors, Françoise, je vous propose de commencer. Alors, moi, j'avais envie de vous poser la question de quels étaient les obstacles que vous identifiez aujourd'hui dans vos organisations pour rendre et impliquer tous les collaborateurs et qu'ils deviennent des acteurs du changement dans vos organisations. Donc normalement, si vous êtes connecté, vous devez voir apparaître cette question. On vous laisse un peu de temps pour y répondre, mais je vais demander à Eric et à Olivier de réagir à cette question de Françoise en premier lieu. Alors, quels sont les principaux obstacles pour que tous les collaborateurs soient acteurs du changement? Qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Toi. Qu'est-ce que vous en pensez chez vous? Est-ce que vous avez constaté? C'était quoi les obstacles à la Poste? Pas à la Poste. Ailleurs. Alors ailleurs. Ça reprend un peu tout ce qu'on a dit. Hein. Les principaux obstacles, c'est le manque d'implication des acteurs et des parties prenantes. Je pense que c'est à partir du moment où on a cette tendance à imposer le changement, et à ne pas faire que chacun ait son mot à dire, on détruit une partie du changement, première chose. Deuxièmement, sur la vision, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision déclinée par l'entreprise, voilà là où on va. Il faut que chaque manager à son niveau décline sa vision. Et cette vision doit s'insérer dans la vision globale, bien entendu impulsée par le sommet de la hiérarchie, mais cette vision doit être une vision travaillée avec l'ensemble des membres de l'équipe. Je pense qu'à partir du moment où on arrivera très simplement à le faire à tous les niveaux, déjà il y aura beaucoup de choses qui seront... déjà un progrès notable qui sera fait en termes de frein à lever. Donc pour vous, du coup, cet obstacle principal, il se trouve au travers notamment de cette déclinaison
l'obstacle, la bonne ou mauvaise déclinaison de la vision de l'entreprise, de son projet. C'est-à-dire en faisant que les acteurs puissent construire cette vision et puissent construire le plan d'action qui va permettre d'articuler le changement de l'organisation. Et il y a un autre point aussi qui me vient à l'esprit, qui me semble assez important et qui permet vraiment de faciliter l'implémentation du changement au sein des équipes. C'est la façon dont ces équipes ont régulé leurs règles de vie ensemble et leurs règles de fonctionnement. À partir du moment où ils se sont accordés sur leurs règles de vie et leurs règles de fonctionnement, sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, j'ai observé que la capacité à changer et adopter de nouvelles postures, de nouveaux comportements est d'autant facilité. Donc là, l'obstacle est plutôt aussi organisationnel. Enfin, en tout cas, l'organisation doit permettre aux acteurs au sein d'équipes de pouvoir écrire ces règles du jeu. En gros, on revient à cette même fondamentaux qu'on a partagé ici avec François Séric, c'est-à-dire faire que les acteurs soient eux-mêmes acteurs, les acteurs au sens sociologique du terme, faire que les collègues soient eux-mêmes acteurs de ce changement. Très bien. Éric ? Moi, je pense que c'est encore ancré, cet échec des plans de transformation, dans une vision rationnelle de l'homme, c'est-à-dire je présente des arguments qui sont censés justifier ce pourquoi il faut qu'on évolue. Et expliquer avec des chiffres, avec des faits, etc., n'est pas motivant. Il faut être, et c'est toute la thématique de l'intelligence émotionnelle, le leader doit lui-même être aspirationnel dans son plan de transformation. Pourquoi ce plan de transformation est extraordinaire pour l'entreprise et quelle opportunité il va offrir pour chacun d'entre nous. Donc c'est à la fois la manière dont je présente le projet d'ensemble, et pas que j'essaye uniquement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas convaincre avec des faits, ça veut dire que le règne de l'entreprise, avec cette idée mauvaise, qu'il va falloir convaincre des gens par la raison, il va falloir emmener des gens par l'émotion. Et ce n'est pas uniquement emmener les gens, pour les emmener, et ça revient à ce que vous disiez tous les deux, il faut qu'ils se sentent des acteurs de cette transformation, qu'ils soient impliqués dans la création de ce plan de transformation, de manière à s'en sortir également les porteurs, et pas que la direction se présente. Écoutez, nous on est des experts, on a tout compris des marchés, on a tout un tas de beaux consultants qui nous aident, et voilà où il faut aller. Ça, c'est pas l'autonomie, c'est pas intégrer l'intelligence individuelle que les gens vont mettre ou pas au regard de ce plan de transformation. Très bien. Est-ce que nous commençons à avoir des résultats en régie ? Oui, alors on va les afficher. Attention. Alors... Donc, un des obstacles à surmonter, c'est le management, ou en tout cas son modèle actuel, je suppose. On peut être un peu détaillé, puisque c'est quand même une grande part. Donc, le manque de confiance de la hiérarchie vis-à-vis des collaborateurs, une thématique que vous avez longuement évoquée. Le management. Décidément, ces managers, il va falloir faire quelque chose. L'hypocrisie du top management, c'est intéressant. L'hypocrisie du top management. Moi, je pense que, alors, il faut pas caricaturer. Je voudrais remettre ce que j'évoquais tout à l'heure. La vie est pas blanche ou noire, hein, et sûrement pas dans le business. Donc, un patron d'entreprise, un manager d'entreprise, les managers intermédiaires, ils ont beaucoup de contraintes à gérer à la fois. Bon, donc déjà, soyons bienveillants vis-à-vis des managers, et y compris du top management. C'est pas un job facile d'être manager. Première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on sort d'un univers, encore une fois, où les critères qui faisaient qu'on était un bon manager, c'était des critères où on avait une scorecard toute verte, où on était capable de raconter son histoire au marché, et ça reste vrai, et une contrainte majeure. Et trouver des gens qui soient à la fois capables
de travailler sur la partie rationnelle qui existe pour toutes les entreprises cotées, hein, et pas cotées d'ailleurs aussi, et la partie émotionnelle, c'est pas si facile. Et la plupart des managers, en tous les cas d'aujourd'hui, n'ont pas été formés ni n'ont été libérés pour travailler sur ces sujets-là. Donc on doit effectivement travailler sur le manager, sachant que le management a le plus souvent le plus à perdre de ce qui est en train de se passer. Hein. Son rôle, sa posture peut être très largement bousculée. Alors le top manager, je pense que les top managers, ils ne sont pas hypocrites, ils sont de temps en temps complètement déconnectés de la réalité du terrain. Quand un patron prend, et j'ai en tête un exemple qui a défrayé les journaux ou qui continue à faire des grands titres dans les journaux, doit parler au marché financier d'une grande transformation, il a tendance et il a intérêt à être sérieusement dans le rationnel et les arguments sur ce qu'il est en train de faire. Et du coup, la tête dans ce sujet-là, c'est un peu compliqué de s'occuper de la collaboratrice du Puy qui, elle, regarde le sujet avec un univers, enfin évidemment un scope, un regard complètement différent. Donc il y a plein de contraintes qu'il faut arriver à conjuguer dans des temps qui vont vite, donc c'est d'autant plus compliqué. Et qui pèse sur le manager. Il faut que nos managers parlent plus souvent aux collaborateurs de base. Ça me paraît une évidence. Et puis, il va falloir retravailler sérieusement le management. On parle de management bienveillant. Moi, je connais des organisations où les managers ne savent pas parler à leurs collaborateurs. Alors, si on ne sait pas se parler, on est bien loin de savoir faire tout ce qu'on a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire inventer le changement, inventer le futur, etc. Donc il y a un énorme travail à faire sur le management dans la plupart des organisations que je connais. Super. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme résultat la peur, quand même, qui arrive en deuxième position, plus de 10%, l'insécurité du résultat, la peur du lâcher-prise. Le stress, la peur et l'attente que le projet soit totalement ficelé, le manque d'action. Donc c'est vrai qu'on l'a peu évoqué, la peur. Si, la peur d'être abandonné, la peur d'être mangé. Ah oui, excusez-moi, en introduction, vous l'avez dit, Olivier. Bon, donc on retrouve les mêmes éléments clés aussi dans le parterre de notre assistance. Est-ce que vous voulez commenter d'autres points peut-être? Alors, le manque de vision, manque de sens. On retrouve exactement tout ce que vous avez commenté. Les injonctions contradictoires. Alors, c'est intéressant. Bon, c'est ce qu'on évoquait aussi à travers l'hypocrisie qu'on peut considérer comme de l'hypocrisie et ce décalage peut-être entre le discours et la réalité terrain que vous venez de commenter, Françoise. Ok, écoutez, je vous propose de passer à la deuxième question. Préparez-vous. Eric, vous vous souvenez de votre question ? À peu près, je crois. Moi, c'était une question sur est-ce que dans vos organisations, vous pensez qu'il y a un gap, une distance importante ou pas entre le discours sur l'homme avec un grand H est au cœur de l'entreprise et les pratiques quotidiennes qui sont vécues. Voilà, donc une petite réponse en échelle, mais surtout des exemples si vous avez des points à préciser. Alors, dans les entreprises, Françoise et du coup Olivier, cette question d'Éric, est-ce qu'on constate ce fossé ou pas? Ça dépend des entreprises déjà. Je pense que ça dépend des entreprises. Et malheureusement, on va voir d'ailleurs ce que ça donne. Mais malheureusement, oui, dans certaines entreprises, il y a un décalage entre les valeurs proclamées et puis ce qu'on vit au quotidien. Sinon, quand on a écrit le livre sur la bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui... On m'a demandé à chaque fois, mais c'est un peu n'importe quoi, c'est des trucs de bisounours, ça ne peut pas fonctionner. C'est la réalité de ce qu'on vit, c'est un monde cruel, c'est un monde où il y a des guerres de territoire, où notre boss il est pas sympa, où il nous maltraite, où il nous dévalorise, où il nous humilie, il nous rabaisse. Qu'est-ce que tu nous racontes avec la bienveillance? C'est une utopie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle utopie et réalité. Et c'est bien
en réponse à ce qu'on disait, oui, les gens sentent qu'il y a dans certaines entreprises un décalage entre le discours qui est proclamé et puis ce qui vit au quotidien. Moi, j'ai vu des boîtes où des vendeurs, s'ils sont derniers au bout de 3 trimestres, ils peuvent être derniers du classement un trimestre, dernier 2 trimestres, au bout du 3e trimestre, virés. Bon, ok, c'est la règle du jeu. Et puis après, les valeurs, c'est il faut coopérer. Bah oui, mais mon gars... Comment je le mesure? Comment tu veux que je coopère si la métrique pour rester dans l'entreprise, c'est que je dois battre mon collègue? Voilà, donc il y a vraiment certaines organisations hyper compétitives, hyper centralisées, ultra floues, génèrent un certain nombre de comportements de repli, de non-entraide, de guerre entre les individus. Et donc, après, si on proclame un certain nombre de valeurs qu'on voit dans les chartes d'entreprise, l'innovation, la coopération, l'entraide, je ne sais pas quoi, la confiance, voilà, ce que vivent les gens, c'est ce décalage. Donc, pas toutes les entreprises sont comme ça, mais malheureusement, certaines entreprises et certains collaborateurs vivent ce décalage. Voilà, ce gap, comme dit Eric, entre les valeurs proclamées et puis ce qu'ils vivent au quotidien. On va voir justement si c'est ce que la salle aussi constate ou pas. Je veux bien compléter ce sujet en parlant quand même d'un travers que l'on a. Je suis une fan de Twitter et du digital, et on est devenus des émetteurs. Et quand on émet rarement ces petites misères ou ces défauts. On parle de choses positives, on parle de ses idéaux, on parle de ce que l'on aimerait être, enfin, etc. Et je pense que ces entreprises émettrices, finalement, accroissent le décalage qui est pas aussi, qui peut ne pas être aussi dramatique que ce que l'on évoquait tout à l'heure, mais il y a vraiment un écart entre le discours émis à l'extérieur et puis la réalité de l'entreprise. Sur des exemples très, très communs, il n'y a pas très longtemps, je rencontrais une jeune femme qui me disait « Moi, mon patron, il dit tous les jours qu'il faut qu'on a le droit à un équilibre vie professionnelle, vie privée, et il parle du télétravail. Mais moi, quand je suis chez moi, il ne supporte pas que je sois chez moi. » Et je lui ai dit « Mais est-ce que vous vous en êtes parlé ?» « Ah ben non, parce que je ne suis pas sûre que la parole soit autorisée. » Donc on est dans un schéma où on parle beaucoup à l'extérieur, et moi j'ai été la première à dire la communication externe, c'est la communication interne, et donc les deux choses se rejoignent, mais il faut être conscient que du coup, on a une communication interne qui est du broadcast, et qui n'est pas du dialogue, et il faut reprendre la voie du dialogue, de la conversation, et être capable de se parler des choses un peu compliquées, de ce type-là, quotidien, au quotidien, ce qu'ils ressentent, que les collaborateurs ressentent comme des contradictions très très fortes. Très bien. Est-ce que ça aura permis à nos équipes? Ah bah oui, très bien, merci. Alors donc en effet, a priori ce décalage ou ce gap, pour reprendre vos termes, Eric, il est quand même ressenti un peu partout et dans les entreprises qui représentent le parterre de nos invités aujourd'hui. Donc pas trop de surprises. On a quand même encore beaucoup de travail pour mettre en cohérence justement ce discours et l'action au quotidien. Est-ce que nous avons des exemples ou... Non, peut-être pas. Si ? Ah, pardon. Ok. Ah, le management, décidément. En effet, il va falloir les accompagner très fort. Du top management Alors, on peut regarder en détail. Eric, est-ce qu'il y a un point particulier que vous souhaitiez, sur lequel on peut zoomer? Les signaux faibles, qu'est-ce que c'est que ça? 29%. Est-ce qu'il n'a pas été classé? Ah d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on développe? On peut avoir des exemples plus précis en développant une des thématiques. Non mais ce qui me frappe, c'est effectivement ce que disait Françoise, c'est-à-dire que c'est facile de dire ce qu'il faudrait,
Mais une entreprise, c'est un lieu de tensions multiples, avec des objectifs qui sont quand même des objectifs économiques au final. Donc avoir des objectifs économiques tout en proposant du sens et une mission transcendantale, permettre aux gens à la fois d'apprendre, mais de faire face aux exigences du quotidien. C'est pour ça de mon point de vue, il faut vraiment prendre du recul, par exemple sur l'apprentissage. On disait les programmes de formation. Ce qui est sans doute encore plus fondamental maintenant que les programmes de formation, c'est apprendre au quotidien. Ce qu'on appelle learn as we work. Comment je peux créer des post-mortem par rapport à des projets, comment je peux intégrer dans mon organisation les temps de l'apprentissage comme pas un temps optionnel, mais un temps intégré. Et ça, c'est de la même manière pour tout. On dit les breaks, c'est important pour se ressourcer, pas uniquement pour le bien-être, pour l'efficacité dans l'entreprise. Les siestes, c'est un vilain mot, tout le monde sait, alors là, on va pioncer dans l'entreprise. Néanmoins, il est prouvé, c'est ce que disait ce matin Frédéric, il y a tout un tas de choses qu'on peut repenser au regard de comment je peux inscrire ça dans le quotidien de l'entreprise. Alors c'est très difficile, mais si on ne l'inscrit pas comme un élément fort dans l'organisation même de l'entreprise, le système, les tensions vaincront. Et on n'arrivera pas à se former, on n'arrivera pas à se parler, on n'arrivera pas à coopérer, etc. Donc c'est prendre du recul, essayer de construire un système qui, par défaut, intègre l'ensemble de ces éléments-là. Mais je ne suis pas surpris parce que, encore une fois, c'est très facile de dire, mais c'est très compliqué de faire. Et je ne veux pas apparaître comme un donneur de leçons par rapport à ça. J'intègre dans ma propre entreprise toutes les difficultés que c'est. On est loin d'être au niveau qu'on espérerait. Mais vous tentez. Voilà. Il y a une petite remarque que je trouve intéressante. La discordance, le manager voudrait A, demande B, le collaborateur entend C, comprend D et fait E. Voilà. Je trouve que ça résume bien ce que vous venez de dire. Très intéressant. Ça, c'est un sujet super. Alors, c'est un sujet purement technique pour moi, ça. On ne vérifie jamais la compréhension commune d'un sujet. Jamais. Et pourtant, c'est super facile à faire. Il suffit, une fois qu'on a partagé un contenu, une discussion, de poser quelques questions sur qu'est-ce que l'Assemblée a retenu. Et puis, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu de la perte en ligne, il y a eu de la formation en ligne, etc. On ne prend jamais la peine de vérifier une compréhension commune avant de passer à l'action dans l'entreprise. Et donc, on passe tout de suite on passe au plan d'action. Le problème, c'est que si on n'a pas compris la même chose sur quel était l'objectif et où est-ce qu'on voulait aller, on a peu de chances d'avoir un plan d'action pertinent. Très bien. Je vous propose de passer à la troisième question. Olivier, votre question à la salle. Sur une échelle de 1 à 10, d'après vous, quel est le niveau d'engagement des salariés en France ? Ça, c'est pour vérifier si vous avez bien écouté au début, parce que vous l'avez dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, je crois. Et alors, du coup, votre question un peu plus subsidiaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour augmenter le niveau d'engagement ? Là aussi, c'est pour voir si vous avez bien écouté. Normalement, ils ont donné une sacrée feuille de route. Alors, on va peut-être pas se répéter par rapport à ça, mais sur le niveau d'engagement, enfin, tout à l'heure, vous évoquiez, il y a quand même plutôt un désengagement notoire en France. En tout cas, les études le prouvent. Est-ce que vous avez d'autres chiffres ou d'autres études, Eric, des choses plus récentes à partager ? Non, mais il y a une étude mondiale faite par Gallup, 70% de taux de désengagement 70. Dans le monde. Oui. Et en France, on est aux alentours de entre 81 et 85%. Voilà. Donc on est encore un peu meilleur là. Vous voyez ? Les premiers sont les Sans derniers. compter les activement désengagés, voilà. 35% d'activement désengagés. Ah oui, 35%. Activement désengagés. En gros, des saboteurs. Voilà, saboteurs. Voilà. C'est ça, saboteurs qui viennent de l'entreprise. Et c'est tout secteur confondu, je suppose, d'activité ?
Quand on est à ce niveau de chiffre-là, oui, tout tourne autour de ça. En revanche, il y a des grandes différences entre les entreprises. Et comme par hasard, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter et encore répéter, là encore, toutes les études sont convergentes entre le lien entre le niveau d'engagement dans une entreprise et la performance à long terme de l'entreprise. Une entreprise où tous les jours, vous avez des collaborateurs qui mettent leur cœur et leur âme dans la réussite de l'entreprise, ça change la performance au-delà du positionnement, de la stratégie, etc. Vous savez, il y a Jim Collins qui dit « Who is in the bus ?» C'est la seule chose qui est importante. Et en gros, des talents et des talents qui coopèrent parce qu'ils ont envie. La stratégie, là encore, c'est Laszlo Bock de Google qui dit « Culture eats strategy at breakfast ». C'est-à-dire la stratégie dans un monde qui change sans arrêt, qui est en pleine incertitude, c'est rien par rapport à avoir des gens qui sont talentueux, qu'on fait grandir, qui ont envie et qui collaborent entre eux, pas avoir 11 messies dans l'équipe, mais une équipe de gens qui travaillent ensemble pour une vision qu'ils partagent avec l'entreprise. Très bien. Est-ce que ça aura laissé le temps d'afficher les résultats? Oui, on dirait. Ah oui. Ah bon, vous aviez bien suivi, en tout cas. Donc, c'est faible, oui. 38% juste à niveau 2. Oui, c'est ça. Ok, bon, écoutez, ça corrobore ce que nous venons d'évoquer. Et est-ce que nous avons des exemples sur comment faire pour changer la donne sur ce sujet ? Bon, ils ont bien écouté aussi. On retrouve l'ensemble des éléments et des valeurs clés que vous avez pu évoquer. Sans qu'elles soient la recette magique, elles sont, en tout cas, ce sont les ingrédients importants. On ouvre les boîtes pour voir ce qu'il y a. Allez, on ouvre les boîtes. Sur le sens, d'abord. Ah, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de dés. Non. Alors, co-construire peut-être. Déléguer aussi cette notion, oui, dans la co-construction, il y a cette responsabilisation à travers la délégation. Retourner la pyramide, oui, ça c'est cher justement à Vitnet Nayar. Donner envie, la carotte. Ah, c'est marrant parce que la carotte, pour moi, elle n'est pas forcément, mais elle a une image plus négative dans le fait de donner envie, mais. Ah non, c'est un truc positif normalement une carotte. Oui. Non, Après, c'est la carotte et le bâton, c'est parce que ça vient avec le bâton. Dans la reconnaissance, est-ce qu'on a des choses plus précises? Non. Très bien. Bon, écoutez, on retrouve les éléments clés. Pardon. Et donc, pour finir ce plateau et cette matinée, la question phare, notre question favorite. Alors, je vais vous dire pourquoi je vais poser cette question à chacun des invités. C'est que nous en parlerons cet après-midi, mais nous sommes en train de constituer un MOOC, Esprit de Service France. Et pour alimenter ce MOOC, nous souhaitons aussi l'alimenter de vidéos et de points de vue de la part de nos invités. Et donc, je vais vous poser chacun la question, c'est quoi pour vous l'esprit de service ? Ah, voilà. C'était pas dans le... Non, c'était pas dedans. Mais j'improvise. On m'a demandé d'improviser ce matin, donc je fais aussi avec la salle. Vous nous avez nourris de plein de belles choses, belles expériences. Et au final, justement, est-ce qu'il ne nous faudrait pas, outre les 3 petits gouttes de bienveillance, de sens, est-ce que cette notion d'esprit de service fait partie aussi des éléments clés pour vous? Et qu'est-ce que c'est pour vous l'esprit de service? Parce que peut-être on en a une définition différente. Pour moi, alors, l'esprit de service, justement, je voudrais revenir, je me lance la première, Allez. mais je voudrais revenir sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On a, je crois, essayé de mettre le service en boîte ces dernières années, en travaillant sur l'expérience client, et on continue à le faire,
et je ne dis pas qu'il faut tout jeter, sur travailler sur des moments particuliers. Enfin, on a essayé de codifier l'expérience client et finalement le service qui allait avec. Je pense qu'il y a un degré qui est plus intéressant, qui va au-delà de ça, et qui consiste à trouver les moyens de sortir du cadre. Et sortir du cadre pour rejoindre un besoin d'un client que j'identifie et qui par ailleurs n'est pas codifiable parce que le client il varie de plus en plus. Il peut demander de la simplicité, de l'efficacité à un moment donné et demander d'être chouchouté à d'autres moments, et il déteste être chouchouté quand il a besoin d'efficacité. Donc il n'y a pas une seule solution et il faut que les gens soient capables d'aller au-delà finalement des grands principes qu'on a pu leur inculquer. Donc ce sujet de finalement reprendre le contrôle, de reprendre le contrôle vis-à-vis du client, c'est je pense l'esprit de service demain, enfin en tous les cas aujourd'hui. Et quand on applique au management, puisque c'est visiblement quand même un sujet, c'est se dire comment le manager va à la rencontre des besoins de son équipe, qui n'est pas d'ailleurs une équipe qui est strictement hiérarchique, qui peut être une équipe de travail, puisqu'on est dans des mondes où on collabore avec d'autres services, et comment on se met au service de la performance et des collaborateurs à l'intérieur de l'organisation, et comment on réinvente le management pour faire ça. Alors je ne donnais que des questions, mais je pense que c'est ça qui fera l'esprit de service vis-à-vis du client, mais en interne aussi. Dans le futur, capacité à sortir du cadre. Voilà, pour ce qui se fait, du coup, inside se voit outside demain. Éric, votre définition? Alors, moi j'aurais une double vision, une vision qui est plus, je dirais, l'environnement psychologique qui donne envie. C'est-à-dire que fondamentalement, on développe un environnement qui fasse qu'il y ait une motivation intrinsèque du collaborateur à faire face du mieux qu'il peut à son client. Donc c'est un état d'esprit qui est lié à cet environnement psychologique que va créer l'entreprise. Et parallèlement à ça, c'est, j'ai presque envie de dire, du process. Et du process, pour moi, il y aurait 4 mots un peu clés. Un, c'est comprendre. Bah oui, le client, il a des attentes, pour bien le servir, il faut le comprendre. Co-créer, là je reprendrai un mot de Françoise, co-créer des solutions, co-créer ce que je considère être, au regard de cette compréhension, une grande expérience client, avec, si je reprends les sciences comportementales, des pics émotionnels forts, une fin émotionnelle forte, parce que c'est ça qui va créer une grande expérience. Donc co-créer des solutions, expérimenter, savoir si ce qu'on pense être bien fonctionne, donc mesurer, et puis adapter, améliorer dans une boucle et un système d'itération qui fait que je suis en amélioration permanente au regard de cet environnement qui en plus est changeant. Très bien, merci. Olivier, Alors, le mot de la fin. La première réflexion qui m'est venue, c'est pourquoi esprit de service et pas comportement de service. Et c'est juste ça qui m'est venu à l'esprit. Écoutez, vous verrez avec le président pour changer le nom. Mais c'est très bien. Ça. Alors, une fois que tout ça a été dit, je me disais, est-ce qu'on peut faire le lien entre esprit de service et bienveillance? Parce que la bienveillance, c'est la disposition d'esprit qui vise à vouloir du bien à autrui. Alors je dirais, est-ce que l'esprit de service, c'est la disposition d'esprit qui vise à vouloir du bien pour son client? Très bien, merci.